Après 4 jours passés dans la région de Lifou, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a animé une conférence de presse hier mercredi, juste avant de regagner Abidjan. Nous en parlerons dans ce journal. Dans ce journal également, nous nous intéresserons à la commission centrale de la commission électorale indépendante qui a tenu ce jeudi sa première réunion, une réunion marquée par l'absence de quelques membres de la commission. Et puis l'actualité, c'est aussi la cérémonie de lancement des kits scolaires dans la ville d'Odiéné. L'État ivoirien dans cette politique de gratuité de l'école est soutenu par l'UNICEF et la coopération japonaise. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. La visite d'État dans Lifou s'est finie depuis hier après-midi. Le chef de l'État a donc regagné Abidjan après 4 jours passés dans la région. La paix, la réconciliation, le développement, ce sont les thématiques qui ont été développées par le président de la République pendant toute la tournée. Voyons avec Viviane Aïma la conférence de presse prononcée par le chef de l'État à la fin de sa visite. L'annonce par le président du PDCI, Henri Konan Bédié, de son soutien à la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015 constitue assurément l'événement marquant de cette visite d'État dans Lifou. Le PDCI a déjà pris position. Je me réjouis de cette décision prise déjà il y a quelques mois. Le PDCI aujourd'hui par la voix du président Henri Konan Bédié et qui se propose de réunir d'ailleurs une convention. Et je n'ai aucun doute que le MFA et l'UPC se joindront à cette décision pour que donc, je sois effectivement le candidat donc, du RHDP pour l'élection présidentielle de 2015. Mais il est clair qu'il faut l'alternance puisque moi je ne serai plus candidat en 2020. Donc ce sera un parti unifié. L'alternance veut dire qu'il faut que ce soit une autre personne. Et ça, je respecterai bien sûr donc la Constitution. Par conséquent, il n'y aura pas de PDCI, de RDR ou de PCI. À partir du moment où il y a un parti unifié, il y aura naturellement une alternance à cette occasion avec quelqu'un qui prendra ma place à cette période-là. Et bien sûr, nous serons là, je souhaite, le président Bédié et moi, pour aider cette personne ou cette équipe à continuer de bien gouverner la Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les journalistes de requérir l'avis du président de la République sur les récents développements de l'actualité nationale, notamment la contestation soulevée au sein de la nouvelle CEI par le FPI qui n'a pu obtenir le poste de président ou un poste de vice-président, qui a donc claqué la porte de la nouvelle commission électorale indépendante. Pour nous, il n'y a plus de débat au niveau de la CEI parce que, bon, certains disaient qu'ils voulaient un consensus, c'était très bien. Il n'y avait pas d'engagement, mais c'est toujours une bonne chose de souhaiter un consensus. Je pense d'ailleurs que le FPI lui-même a voulu un consensus sur la question de la CEI. Ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Bon, c'est ce qui s'est passé à la CEI. Ils voulaient un consensus, ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Les 2/3 des membres ont élu donc le bureau, donc ce bureau doit se mettre au travail, mais ce bureau doit continuer d'être ouvert et tendre la main à ceux qui estiment qu'ils devraient pouvoir donc contribuer. Je note d'ailleurs que les principaux responsables, tous les responsables, ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Donc il faut qu'on voit au niveau du droit qu'est-ce qui est possible, parce qu'on ne peut pas avoir prêté serment et ensuite ne pas exécuter son serment. En droit, ça veut dire qu'il y a parjure. La question a été posée au président de la République face à l'insistance de la Cour pénale internationale qui réclame son transfèrement. Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, sera-t-elle transférée à La Haye? Simone Gbagbo, en fait, nous avons indiqué à la CPI que nous sommes en mesure de la juger. Et les interrogatoires sont en cours et le processus se déroule normalement et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas la juger en Côte d'Ivoire. Lutte contre Ebola, que devient la directive donnée par le gouvernement qui est de ne pas se serrer les mains? Le président de la République n'a-t-il pas omis cette directive tout au long de sa visite dans Lifou? C'est vrai, il faut continuer de respecter ces mesures. Ce serait
les mains le moins possible, et éviter les accolades également. Mais vous savez, avant d'aller au meeting, vous voyez qu'il y a des dispositifs pour que les gens se nettoient les mains. Ils se lavent les mains. Et moi, je fais la même chose avant de quitter ma résidence. Donc, quand j'arrive, mes mains, je suis aseptisé. Et ceux à qui je serre les mains sont également aseptisés. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Nous sommes totalement conformes aux directives de Madame le ministre de la Santé. Le président de la République n'a pas caché une pointe de nostalgie à la fin de son séjour. N'eût été la charge de travail qui m'attend, je serais resté encore quelques jours, a-t-il conclu. Dans les fous, des investissements ont été faits dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Et ce sont des investissements qui vont se poursuivre, ainsi que l'a promis le chef de l'État aux populations. L'un des cadres de Daoukro soutient cette politique de développement d'Alassane Ouattara. Il a décidé de construire une salle multimédia dans une école primaire à Daoukro. Alvorassa était à la cérémonie de pose et de la première pierre. Son témoignage. Le groupe scolaire Gravier d'Or de la commune de Daoukro aura bientôt sa salle multimédia. Et cette salle sera entièrement équipée. Et c'est un don de Traoré Wediofini, ancien élève de cette école. J'avais tenu à donner ce signal fort de promotion des technologies de l'information et de la communication à l'école. C'est pourquoi j'ai décidé donc de faire don d'une salle multimédia composée de 15 ordinateurs pour permettre aux enfants de se familiariser dès le bas âge. Outre la salle multimédia dont la première pierre est ici posée, l'école primaire publique Gravier d'Or, selon le donateur, sera dotée d'un site internet et les 3 directeurs du groupe scolaire recevront chacun un ordinateur. Bientôt donc, un centre multimédia verra le jour dans cette école, mais à Daoukro, il existe déjà un centre culturel, une bibliothèque catholique et une cité des fanfaristes. Chacun de ces sites a été visité par Maurice Kwaku Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie. C'était en marge de la tournée du chef de l'État dans l'Ifou. Laetitia Manglé, depuis la région de l'Ifou. Des trompettes faites entièrement de bois. C'est la découverte qu'a pu faire ce mercredi après-midi le ministre de la Culture et de la Francophonie au Centre culturel de Daoukro. J'ai pensé jusqu'à un jour, j'ai dit, je vais faire savoir si je peux trouver mes frères pour m'aider, on va faire sortir. C'est ça, grâce à Dieu, j'ai formé les jeunes de Daoukro et puis on a fait. Maurice Bandama a saisi la visite du président de la République dans la région de l'Ifou pour effectuer une tournée sur les sites culturels de Daoukro. Tournée qui a permis aux fanfaristes et bibliothécaires de la ville d'égrener leur chapelet de doléances. J'espère que l'État vraiment nous aide afin que nous ayons une cité et si possible, pourquoi pas nous sommes 16. Si les 16 sont reconnus par l'État et que chaque fin du mois, quelqu'un peut avoir quelque chose. Ce que nous voulons lui dire, c'est de nous aider à renforcer la bibliothèque et puis aussi de renforcer aussi la bibliothèque du lycée parce que Daoukro devient de plus en plus grand. Des requêtes qui ont trouvé écho favorable auprès du ministre de tutelle qui promet de mettre tout en œuvre pour la bonne marche de l'appareil culturel de la région. Je suis tout à fait heureux d'avoir découvert ces talents et le président de la République l'a dit, l'émergence se fera aussi et surtout par la culture. Nous avons visité la cité, c'est une cité de plusieurs dizaines d'habitants. Les bâtiments étant vendus, on ne va pas laisser ces artistes-là à la rue. Nous allons voir comment nous pouvons les reloger mais à travers le programme chef du président de la République qui est le logement social. De l'espoir donc pour les acteurs culturels de Daoukro et au-delà de la région de l'Ifou. Des élections libres, équitables et sans violence en 2015, c'est l'ambition des commissaires centraux de la CEI. Ils viennent de se réunir pour la première fois après l'installation du bureau de la commission électorale indépendante. Les commissaires centraux ont adopté le calendrier de leurs activités. Les précisions de Léon Brou. Ajustement des règles et dispositifs en matière d'élection, révision de la liste électorale, préparatifs du scrutin présidentiel de 2015 à proprement parler, ce sont dans l'ordre des activités au programme de la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante. Ce chronogramme prévoit comme première activité des séances de formation pour la mise à niveau des commissaires centraux en vue de la maîtrise des procédures de l'institution. La finalité,
organiser en toute impartialité des élections libres et transparentes qui évitent à la Côte d'Ivoire d'autres crises post-électorales. En tout cas, l'ambition est affichée et le président Youssouf Bakayoko y engage ses collaborateurs car, dit-il, il s'agit de faire de l'instrument électoral un modèle de démocratie tout en consacrant la différence entre la CEI version 2010 et celle en charge des élections de 2015. Alors que la structure de la première était conjoncturelle et avait vocation à refléter la situation particulière de la Côte d'Ivoire dans le contexte de crise, celle d'aujourd'hui est structurelle car elle répond au principe d'une situation institutionnelle et constitutionnelle normalisée. Cette dernière a donc vocation à être pérennisée. Je voudrais partager avec vous une ambition nouvelle, servir de modèle et de référence pour tous les pays en quête de démocratie. Faisons donc de notre commission électorale une commission dont la mission d'un membre n'est pas de faire de la politique, mais de permettre à la politique de se faire sainement et sans violence. C'est pourquoi le président Youssouf Bakayoko a aussi rappelé les commissaires électoraux à la responsabilité en acceptant de siéger à la CEI, à savoir renoncer à être le porte-parole d'une idéologie ou d'une région. On manquait à cette réunion de la commission centrale qui fait suite à l'installation du bureau de la CEI 6 commissaires pour 2 absences justifiées. Le Premier ministre, à peine revenu de l'IFO, a encore repris le travail et les audiences. Il a reçu l'homme d'affaires suisse Jean-Claude Gandour, président fondateur d'un groupe énergétique. Au menu des échanges, les perspectives d'investissement du groupe dans le pays. Mahamadou Traoré, Hugues, Hervé Blé. 10 ans après son implantation, Eurix Gaz à Côte d'Ivoire, filiale du groupe Addaxon et Eurix Gaz, totalise à ce jour plus de 13,5 milliards de francs CFA d'investissement en Côte d'Ivoire. Le président fondateur du groupe AOG, Jean-Claude Gandour, était présent en début de semaine à Abidjan à la faveur de l'inauguration de la nouvelle ferre de stockage de gaz de 4000 m3. Reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le président fondateur du groupe AOG lui a dévoilé la stratégie de développement du groupe pour les années à venir. Les gros investissements ont été faits, si vous voulez, en matière d'infrastructures base, avec la création des sphères et des carrousels de remplissage. Après, il y a ce qu'on appelle les investissements légers, qui consistent à faire des petites unités à travers le pays d'embouteillage. Puis vous avez le troisième investissement qui est lourd, qui est de faire venir chaque année entre 300 et 400 000 bouteilles. Et si vous voulez développer le marché, il faut amener toujours plus de bouteilles pour permettre le développement du gaz dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Créé en 1987, le groupe Addaxon et Eurix Gaz AOG dispose à ce jour de 24 filiales en Afrique subsaharienne. Juste avant cette audience, Daniel Kablan-Duncan était le matin déjà dans la commune du Plateau où il a pu constater que les travaux de rénovation du siège de la BAD avancent bien. Ces travaux ont démarré le 9 septembre 2012. Ils devraient s'achever dans les prochains mois. Mais en attendant la fin des travaux, le personnel de la Banque africaine de développement occupe, vous le savez, l'immeuble CCIA qui se trouve également au Plateau. 1400 agents de la BAD seront installés dans l'immeuble siège qui abritait entre 700 et 800 personnes avant la délocalisation de l'institution à Tunis. Je rappelle que cette visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est sa 3e sur les chantiers de rénovation de l'immeuble siège de la BAD ici à Abidjan. L'ANMRP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, a rendu public ce jeudi à son siège l'audit des marchés de gré à gré sur la période 2011-2013. Il s'agissait pour l'ANMRP de vérifier la conformité de la passation des marchés de gré à gré aux dispositions du Code des marchés publics et des textes en vigueur. Des 60 marchés sélectionnés, il est ressorti que 97% des marchés audités n'ont pas fait l'objet d'inscription.
de plus de 95% des cas de marché de gré à gré audités ne sont pas fondés au regard de la réglementation en vigueur. Le virus Ebola continue de sévir. Environ 2500 morts enregistrés déjà. Aucun cas n'est encore déclaré en Côte d'Ivoire, mais le pays multiplie les mesures de prévention. Les États-Unis d'Amérique viennent d'envoyer à Abidjan 2 experts en santé, des experts qui aideront notamment le gouvernement à évaluer et à renforcer les plans mis en place pour prévenir la maladie. Ils ont tenu aujourd'hui une conférence de presse et c'était en présence de notre reporter Herman Niamia. Au premier plan des nations qui apportent de l'aide aux pays touchés par le virus d'Ebola, les États-Unis. À ce jour, le gouvernement américain a mobilisé plus de 175 millions de dollars, soit environ 87 milliards 500 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, qui partage ses frontières avec la Guinée et le Libéria, des pays déjà touchés par cette épidémie, n'est pas oubliée. Cette équipe d'experts américains qui séjourne depuis une semaine à Abidjan est venu évaluer le dispositif sanitaire du pays et aussi apporter son soutien pour prévenir cette maladie. Pour cette première phase d'évaluation, les experts félicitent les autorités pour les dispositions déjà prises, mais ils proposent la mise en place d'un centre de commandement. On sait que pendant les urgences, souvent les plus grands problèmes sont au niveau de la coordination et de la collaboration. Alors on peut avoir des très bons systèmes en place, mais s'ils ne sont pas bien coordonnés, souvent on perd beaucoup de temps. Il serait bien que le gouvernement aussi de peut-être avoir une salle dédiée à la coordination des efforts et à la collaboration entre les partenaires. Même si à ce jour aucun cas de virus Ebola n'est diagnostiqué en Côte d'Ivoire, la mise en place de ce centre, selon Dr Lise Martel, peut servir à prévenir d'autres épidémies. Ce n'est pas comme si on perd son temps à préparer pour l'Ebola si ça n'arrive pas. Alors si ça n'arrive pas, si vous avez mis un système en place, par exemple un centre de commande, vous pouvez utiliser ce centre de commande pour faire la réponse à toutes sortes d'autres urgences. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, aux côtés des experts du Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC, précise que les États-Unis continuent leur appui aux pays en détresse. D'ailleurs, souligne-t-il, 3000 soldats américains sont en route pour Monrovia et 17 centres de traitement de la maladie sont en construction pour accueillir les 500 travailleurs de la santé formés par semaine pour prodiguer des soins directs aux patients en toute sécurité. Encore une autre victime du virus Ebola au Libéria, c'est une Française. Elle est volontaire de l'ONG Médecins sans frontières. Infectée par le virus, elle devrait être rapatriée aujourd'hui en France pour recevoir des soins. Ce sera la première malade hospitalisée en France pour la maladie d'Ebola qui, comme je l'ai dit, continue sa course folle, sa terrible évolution avec déjà près de 2500 personnes tuées selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En prélude à la journée mondiale du cœur célébrée le 29 septembre de chaque année, se tiendra bientôt la 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle. Objectif, combattre l'hypertension pour protéger le cœur. La campagne aura lieu du 17 au 27 prochain, c'est ce que nous dit Christelle Menon. Des millions de personnes vivent au quotidien avec des taux d'hypertension artérielle élevés et cela en toute ignorance. C'est ce que révèlent les séances de dépistage organisées annuellement par la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Active dans la prévention des maladies du cœur, la Fondation sensibilise sur les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle qui est une élévation excessive de la pression qui règne normalement au sein des vaisseaux entraîne à long terme des dégâts. Cette personne peut donc au niveau du cœur ressentir une douleur qui est appelée communément angor ou crise angineuse qui aboutit à ce que l'on appelle un infarctus du myocarde ou communément une crise cardiaque. Du 17 au 27 septembre 2014 se déroulera la 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle en prélude à la journée mondiale du cœur célébrée chaque 29 septembre. On croit que les maladies du cœur ne concernent que d'autres personnes, mais quand on y regarde bien, il y a dans nos familles, chacune de nos familles, des personnes qui sont concernées. C'est ensemble qu'on arrivera à combattre ce fléau et à reculer le taux de prévalence de l'HTA en Côte d'Ivoire. Les villes d'Abidjan, Agboville, Adzopé, Akupé sont les étapes de cette campagne financée en grande partie par des partenaires du secteur privé ivoirien. Entreprise, par ailleurs donatrice de matériel médical à l'Institut de cardiologie d'Abidjan,
Un don évalué à 6 millions de francs CFA est remis lors du lancement de cette 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle. Tueur silencieux, cette pathologie arrive en tête de liste des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Sa prévalence dans la population ivoirienne serait d'au moins 30%. Dans l'actualité, ce jeudi, notez également le lancement de la distribution des kits scolaires aux élèves du primaire. C'est la ville d'Odiéné qui a abrité la cérémonie. L'État ivoirien, dans cette politique de gratuité de l'école, est soutenu par l'UNICEF et la coopération japonaise. F. Boué, Serge Collier. 3 millions de kits scolaires à distribuer aux élèves du cycle primaire de Côte d'Ivoire. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de gratuité de l'école. La ville d'Odiéné a abrité le lancement de cette opération. Madame le ministre, Madame Kendia Kamara a décidé que cela se fasse à Odiéné parce que la région du Kabadougou et la région voisine du Folon constituent un concentré de l'ensemble des défis que nous avons à relever dans notre département. Elle s'exécute en partenariat avec l'UNICEF et la coopération japonaise. L'UNICEF, aux côtés du gouvernement, s'est engagé à distribuer les kits dans les écoles confessionnelles islamiques intégrées au système formel d'éducation, également dans les écoles communautaires et dans les écoles primaires publiques qui sont prises en compte dans le projet japonais. Cela a la grande satisfaction des bénéficiaires. Je suis très content. Je vais bien travailler pour aller au collège. Depuis 7 heures, nous sommes là avec les enfants. On voit que les enfants sont vraiment contents, motivés. J'ai reçu aussi des kits. Et ce matin, on a distribué ces kits-là. En marge de cette cérémonie, des séances de lavage de mains ont été faites à l'initiative des tout-petits dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola. La délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a ensuite visité les lycées et collèges pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée des classes dans la ville d'Odiéné. Nous sommes le 18 septembre et c'est la journée mondiale du transport. Le but de cette journée, sensibiliser la population sur les atouts des transports publics. Plusieurs activités sont menées en Côte d'Ivoire pour marquer cette journée. L'État ivoirien a engagé des réformes dans le milieu du transport pour assainir le secteur. Le transport public est l'ensemble des transports de personnes ou de marchandises organisés par une personne ou une structure pour le compte d'autrui. En Côte d'Ivoire, l'activité concerne les autobus, les cars, les mini-cars, appelés Baka, les taxis-compteurs, un secteur en proie à d'énormes difficultés où règne une véritable pagaille. Le racket, la violence, l'incivisme, la corruption, l'anarchie, le désordre et bien d'autres pratiques sont constatées au quotidien. À cela, il faut ajouter le vieillissement du parc automobile, une situation préoccupante face à laquelle les autorités ivoiriennes engagent des réformes. Ces réformes visent à professionnaliser le secteur afin de lui donner une image respectable. Ainsi, plusieurs structures en charge de la délivrance des titres de transport en Côte d'Ivoire ont été dissoutes. La tâche est désormais dévolue au Centre de gestion intégré CGI. Ce centre traite toutes les questions et documents utiles pour mener l'activité de transport. Le CGI permet d'obtenir, selon les autorités, des données fiables et sécurisées dans le but d'un meilleur contrôle des acteurs. Aujourd'hui, le centre est de plus en plus fréquenté et se déploie progressivement à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le ministère des Transports ambitionne de mettre fin à toute forme de racket et de violence avec le phénomène des Nyambro, ces racketteurs qui s'imposent par la force pour se tourner vers la modernisation. L'épineuse question des taxis banalisés est en cours de résolution. L'État ivoirien annonce même le renouvellement du parc automobile avec 50 000 véhicules pour un montant de près de 100 milliards de francs CFA. Une action d'envergure pour offrir des conditions meilleures aux acteurs. Si toutes ces actions sont menées, le transport, secteur vital de l'économie ivoirienne, pourra contribuer au développement de la Côte d'Ivoire.
Reportage signé Moussa Konaté et Serge Koléa. Fin de tournée de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. À Ouangolo, les membres de la délégation sont revenus sur les avantages du mécanisme de scellé. Ce sont 534 autocars qui ont été contrôlés au mois d'août dans le cadre de cette opération de fluidité routière. Francis Boifo. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS-CRAO, vient de boucler sa tournée de sensibilisation sur la fluidité routière. C'est à Ouangolo que les délégués Ahmed Doumbia et Yenaka Dosso ont été reçus par le préfet Sindou Koulibaly. Face aux transporteurs maliens, burkinabés et ivoiriens, les responsables de la CS-CRAO ont expliqué la méthode des scellés. Elle consiste à vérifier les pièces des voyageurs et à contrôler les bagages au départ avant la pose de scellé, de sorte qu'aucun contrôle ne soit effectué jusqu'à destination. La CS-CRAO bénéficie de l'appui de la CEDEAO pour la mise en place de ce mécanisme dans l'espace communautaire. Pour le mois d'août 2014, ce sont 534 cas qui ont été contrôlés suivant la procédure. Avant Ouangolo, les responsables de la CS-CRAO étaient à Yamoussoukro, Daloa, Vavoua, Issia et San Pedro. Les organisations de la société civile sont désormais impliquées dans la stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire à travers le programme Agir, l'Alliance globale pour la résilience en matière d'agriculture. Ces organisations se sont réunies à Grand Bassam pour définir un plan d'action en vue de la vulgarisation de ce programme. Adama Koné est pour les détails. Alliance globale pour la résilience en matière d'agriculture, AGIR, un programme qui permet d'aborder le problème de l'insécurité alimentaire par la prévention des crises alimentaires. Pour la CEDEAO et l'Union européenne, la société civile est un maillon important dans l'exécution des politiques agricoles. Du 15 au 16 septembre dernier, les organisations de la société civile ont été conviées à un atelier de planification de leurs activités. L'initiative Agir, à laquelle la FAO occupe une place importante pour ce qui est du volet genre, en fait, a pour objet de mettre en cohérence l'intervention de la société civile dans le processus. Et je pense que les femmes sont en tout cas les plus vulnérables du point de vue insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et en ce sens, il fallait que FAO puisse proposer des actions concrètes visant à participer au processus. En partant de Grand Bassam, les participants ont adopté une feuille de route et dégagé un budget afin de dérouler leur plan d'action. Conférence de presse de François Hollande. Le président français a prononcé aujourd'hui sa 4e conférence de presse semestrielle depuis son élection. Ce grand oral qui a duré 40 minutes s'est déroulé devant 350 journalistes. La question du terrorisme, la sécurité de la France, ce sont autant de sujets abordés par François Hollande. Sur la crise irakienne, le président Hollande a déclaré que la France y interviendra pour combattre les djihadistes de l'État islamique, mais il n'y aura pas de troupes au sol. Oui ou non pour l'indépendance de l'Écosse? À cette question, 4 millions d'Écossais ont répondu aujourd'hui par référendum. Vote crucial pour l'Écosse qui joue son avenir. Le référendum déterminera si l'Écosse restera ou se retirera du Royaume-Uni. L'Écosse doit-elle devenir un pays indépendant? Dès jeudi matin, les ténors politiques se sont rendus aux urnes pour répondre à cette question cruciale. Près de 4,3 millions d'Écossais étaient appelés à voter. Cette consultation historique pourrait conduire à l'éclatement du Royaume-Uni en mettant fin à une alliance qui remonte à 1707. Une participation massive était attendue. Les tenants du oui et du non sont au coude à coude, mais le nombre d'indécis était suffisamment important pour faire pencher la balance. Avant de terminer ce journal, sachez que le Sénat américain a donné son accord au président Barack Obama pour armer et former les rebelles qui combattent l'État islamique en Syrie. Les élus se sont prononcés par 273 voix contre 156. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir, mais l'information continue sur notre portail internet www.rti.ci. On se retrouve demain 23h sur la chaîne qui rassemble.